Bonjour à tout le monde. Bon après-midi de partout où vous nous rejoignez. Bienvenue d'abord à notre session. C'est au fait la session de restitution, la session des retours d'expérience en ce qui concerne ma participation au programme d'AFRICIGE de cette année 2021. Alors, je ne sais pas, je dois me présenter. Je suis Providence Baraka. Je suis membre de Internet Society, chapitre RDC. Je suis passionné par les questions liées à la gouvernance de l'Internet, surtout à l'aspect implication de la jeunesse dans le cadre de trouver des solutions aux problèmes liés à l'Internet au niveau local. Alors, c'est peut-être de là que tout a commencé. Ça a commencé avec mon parcours dans la gouvernance de l'Internet. Alors, je ne sais pas si je peux déjà partager mon écran. Euh, Quelques secondes, s'il vous plaît. Ah, voilà, merci. Alors, ok, merci beaucoup. Alors, j'ai eu la chance, d'abord, je voulais d'abord remercier notre chapitre donc, qui a joué un grand rôle dans ma sélection pour que je puisse prendre part au programme d'AFRICIGE. En fait, c'est depuis 2018 que j'ai appliqué pour la toute première fois à ces programmes. Bon, j'ai pas vraiment eu la chance. En tout cas, c'était un programme qui était compétitif, très compétitif et certaines personnes que j'ai considérées comme mes mentors dans la gouvernance de l'Internet, auprès desquelles je devrais demander, par exemple, une lettre de recommandation et aussi appliquer à ce programme pour bénéficier de tout ce que ce programme offre. Donc, c'est là pour dire que c'était vraiment un programme, c'est vraiment un programme très important pour l'épanouissement d'un individu dans la gouvernance de l'Internet. Alors, euh, tout au long de cette session, je pense que nous allons essayer de répondre à ces quelques questions. Euh, En fait, ce sont des questions qu'un journaliste qui a fait des rapports, qui a écrit un article sur les programmes d'Afrique 2021 s'est posé et il nous a demandé toutes ces questions. Et je pense, à la fin de cette présentation, nous aurons à répondre à toutes ces questions d'une manière ou d'une autre. La première question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, par exemple, lorsqu'un militant, quelqu'un qui se bat euh, qui se bat pour les questions de la gouvernance de l'Internet, se met soudainement du côté du secteur privé. Ou par exemple, quelqu'un qui est passionné par les technologies sociales se met directement à jouer le rôle du gouvernement dans un exercice de simulation. Ou par exemple, si, est-ce que par exemple, les changements de perspective, par exemple, on s'identifie comme étant du côté de la société civile, on s'identifie comme étant partie prenante du secteur privé ou bien du gouvernement. Et alors, est-ce que par exemple, les changements de perspective permettent à chacun de mieux appréhender la question sur la gouvernance de l'Internet? En fait, ce sont là les quelques questions auxquelles nous allons essayer de répondre tout au long de notre présentation de ces jours. Alors, cela étant, je vais peut-être définir, bon, je vais peut-être essayer de parler un tout petit peu de la FECIGE pour ceux qui peut-être ne connaissent pas encore le programme, mais je suis sûr que euh, nombreux dans la salle connaissent déjà le programme et c'est ainsi que j'ai même été vivement recommandé pour participer à ce programme parce que c'était un programme qui, qui offrait beaucoup d'opportunités. Alors, le programme AfriCIGE, The African School on Internet Governance, et l'école africaine sur la gouvernance de l'Internet, ça va être unique, une approche unique en ce qui concerne le développement du leadership euh, dans les domaines de la gouvernance de l'Internet en Afrique. Alors, c'est ayant ça
comme une philosophie, AFRICIG se dote d'un corps professoral composé, bien sûr, d'experts qui sont reconnus sur le niveau africain, le niveau international, dans, dans l'écosystème du numérique et plus particulièrement dans la gouvernance de l'Internet. Alors, AFRICIG également, c'est un programme d'études enrichi qui est spécialement taillé sur l'Afrique parce que, pourquoi j'ai dit que c'est spécialement taillé sur l'Afrique? Parce que quand nous étions en train de prendre part aux différentes sessions dans notre programme d'AFRICIG, on, on a essayé de résoudre des problèmes qui sont un tout petit peu particuliers au continent africain. Donc, c'est ainsi que bon, c'est vrai, je suis d'accord que c'est un programme de pointe qui est exclusivement centré sur l'Afrique. Ça, c'est un. Bon, même si le programme a l'objectif d'exposer ces boursiers aux activités d'exposer ces boursiers aux différentes activités de gestion des ressources de l'Internet au niveau africain, tout comme au niveau global. Alors, AfriCIG offre également une expérience pratique de la participation au mécanisme de la gouvernance de l'Internet, mais également ainsi qu'un mentorat permanent pour ces boursiers grâce à son réseau qui est beaucoup plus étendu. Je ne sais pas combien d'alumnes il y a jusqu'ici avec le programme d'AFRICIG, mais je pense depuis, par exemple, 2013 jusqu'aujourd'hui 2021, et soit avec le rythme de 30, 40 boursiers par chaque année, vous pouvez quand même imaginer les nombres de boursiers, des personnes qui ont déjà eu à bénéficier de la bourse de AFRICIG et la grandeur même du réseau en soi. Alors, AFRICIG, comme j'ai dit, c'est une approche unique pour le développement de l'Internet en Afrique. Il offre un cours résidentiel annuel de 5 jours qui est organisé par l'Association pour le progrès de communication. Alors, notre contexte actuel avec le coronavirus, ça ne nous a pas permis, nous, de participer au programme physiquement. Alors, mais bon, c'est vrai, pour participer au programme physiquement, il y a vraiment de l'engouement et tout le monde veut vraiment participer au programme physiquement. Mais personnellement, parce que en tout cas, j'ai rêvé, comme je l'ai dit dans mon article, que c'était bien moi, c'est ma très longue liste, comme j'ai rêvé vraiment participer au programme d'Afrique, peu importe qu'il soit en présentiel ou en virtuel. En tout cas, pour moi, c'était vraiment très important de participer à ce programme. Alors, pour notre cas, le programme n'a pas été physique, n'a pas été tenu en présentiel comme cela a été depuis 2013 jusqu'en 2019. Bon, 2020, il y a eu Corona, 2021 de même, mais j'ai eu quand même à participer au programme et j'ai quand même tiré l'essentiel du programme. Alors, le programme s'est déroulé du 5 au 15 octobre 2021 et ça a été un programme vraiment très, très enrichi. On s'est réveillé à 9 heures pour prendre part aux sessions qui finissaient vers 11 heures, par exemple, de 12 heures à 13 heures. On avait des discussions et dans la soirée, on avait des sunset chats pour discuter de tout ce qu'on avait eu à apprendre au courant de la journée. Alors, AfriCIG se veut également développer un réseau d'Africains de premier plan qui sont ici des différents secteurs, des différents horizons et qui, qui sont, qui ont, comment je dirais, qui ont des âges qui sont différents, mais qui sont quand même dotés de compétences nécessaires pour participer aux discussions locales, internationales dans la gouvernance de l'Internet, mais également de façonner le futur de l'Internet au niveau du continent africain. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à parler du programme AfriCIG. Je pense que beaucoup plus de détails, si on est intéressé,
on peut justement aller au site du programme AfriSige et on va exactement trouver plusieurs informations là-bas. Alors, puisque c'est de la gouvernance de l'Internet dont il s'agit ici, bon, je vais peut-être juste, je ne sais pas si, si ça vaut vraiment la peine de les définir encore, mais bon, je vais y aller. En fait, l'agenda de Timis, euh, selon l'agenda de Timis qui a été pris au sommet au World Summit on the Information Society 2003 et 2005, la gouvernance de l'Internet a été définie comme étant un ensemble de processus qui concourent à l'élaboration, l'application par les États, les secteurs privés, la société civile et toutes ces parties prenantes, chacun en ce qui le concerne, chacun dans son rôle, d'appliquer les principes, les normes, les règles, les procédures de prise de décision, des programmes communs, mais également euh, oui, des programmes communs qui sont propres à contribuer à l'évolution et de l'utilisation de l'Internet. En fait, c'est déjà une définition qui nous ramène dans les histoires des parties prenantes, les multi-stakeholderism approach, qui est différent du multilatéral, les rôles, la gestion des ressources sur Internet et consorts. Alors, avec le programme AfriSige, en fait, nous avons eu pas seulement à exploiter la question seulement relative à la gouvernance de l'Internet, mais nous avons eu à aborder cette question avec beaucoup plus de ramifications, et notamment la gestion des ressources de l'Internet, les noms de domaines, mais également nous avons pu établir un lien entre les questions des droits de l'homme, la gouvernance de l'Internet, la liberté d'expression et la gouvernance de l'Internet, les, la cybercriminalité, la gestion de la la cybercriminalité, mais également les juridictions sur Internet, parce que vous savez, Internet n'a pas de frontières et vu que l'Internet n'a pas de frontières, et beaucoup d'histoires qui s'y passent peuvent faire en sorte que plusieurs pays, plusieurs juridictions puissent se confronter. Alors, on a eu à aborder toutes ces questions comme état des ramifications de la question principale de la gouvernance de l'Internet dans notre école. Alors, avec la nature décentralisée de l'Internet, signifie exactement qu'il n'existe aucune autorité centralisée unique qui gouverne la gestion d'Internet. Alors, cela étant, vous comprenez avec moi que l'Internet est gouverné d'une manière décentralisée. Donc, décentralisée, collaborative, et d'une manière qui vraiment assure que les problèmes peuvent être résolus au niveau le plus proche de leur origine. En fait, décentralisé parce qu'il n'y a pas une autorité qui s'occupe de la gouvernance de l'Internet. Dans la gouvernance de l'Internet, c'est l'approche multipartie prenante qui domine. Et dans cette approche ici, on privilégie beaucoup plus les dialogues. Et je pense vraiment, je suis vraiment convaincu que toutes les parties prenantes euh, ont le même pouvoir. Donc, si ce que je vais dire compte une voix, quelqu'un d'autre d'une autre partie prenante, ce qu'il va dire, ça compte aussi une voix. Donc, je suis vraiment convaincu que tous les acteurs sont traités, euh, sont traités, c'est très d'égal à égal. Hein. Voilà. Alors, vu que l'Internet est gouverné d'une façon décentralisée, cela veut dire cela veut dire que, on a automatiquement une brèche, une opportunité de voir comment on peut trouver des solutions aux problèmes de l'Internet au niveau où le problème surgit.
En fait, nous sommes en République démocratique du Congo, bon, un pays de l'Afrique subsaharienne. Nous connaissons vraiment les problèmes auxquels nous faisons face dans les domaines du numérique et plus particulièrement en ce qui concerne l'Internet. Bon, personnellement, je pourrais citer d'abord l'accessibilité, mais également l'inclusion des communautés marginalisées, des personnes qui vivent dans des milieux reculés ou des personnes qui vivent avec des revenus qui sont vraiment trop bas. En fait, ils ont un problème d'accès aux services numériques, notamment l'Internet. C'est déjà un problème qui, si une fois nous parvenons à l'identifier au niveau local, et si par exemple nous décidons d'y travailler dans une approche multipartie prenante, nous allons nécessairement trouver une solution à ces problèmes-là. Oui, parce que nous allons nécessairement trouver une solution à ce problème-là, parce que l'Internet est gouverné d'une manière décentralisée. Donc, il n'y a pas une autorité suprême qui se charge de gouverner l'Internet. Toutes les parties prenantes ont les mêmes voix, peuvent collaborer de la même façon, avec la même force pour trouver des solutions au problème de l'Internet. Mais également, l'approche de la gouvernance ambientale, elle est aussi collaborative. Donc, ce qui assure que les problèmes peuvent être traités peuvent être résolus au plus proche, donc, de là où ils sont venus. En fait, c'est tout ce que je voulais dire par là. Alors, c'était justement l'introduction. Bon, en fait, c'était justement l'introduction et de la gouvernance de l'Internet avec AfriSige. Mais comment nous avons pu encore aborder cette question au premier jour, avant les sessions proprement dites, on nous a appelé à identifier les différentes autorités, chacun dans son pays, identifier les différentes autorités de régulation euh, dans les domaines du numérique, par exemple, la RPTC au niveau de la République démocratique du Congo, par exemple le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc, on a eu à identifier les différentes autorités de régulation différentes, euh, des différents, comment je dirais, des différentes couches ou propriétés, si je peux le dire, je m'excuse, ça ne convient pas, euh, différentes propriétés dans la gouvernance de l'Internet dans le pays. Alors, nous avons eu à identifier toutes ces autorités-là, chacun avec ses attributions, mais également avec ses limites. Je m'excuse un instant. Alors, alors puisque la gouvernance de l'Internet repose vraiment sur gestion, la gestion multipartie prenante et qui est différente de la gestion multilatéraliste. Alors, nous avons eu parmi les plus grandes, les plus grandes parties qui ont beaucoup plus marqué ma participation au sein du programme d'AfriSige. Au sein du programme d'AfriSige, c'était cette approche multipartite de la gouvernance de l'Internet. Et pour bien expérimenter cette approche, l'école AfriStige nous a amené quelque chose qu'on appelle les practicums. Practicum, comme on peut les définir, c'est juste un nom qui définit une période d'expérience pratique
d'entreprise dans euh, une période d'expérience pratique entreprise dans le cadre d'un cours universitaire. C'est exactement un stage, en fait. Alors, avec le practicum, pourquoi ça a été une expérience exceptionnelle pour moi? Parce que, tout d'abord, ça nous a donné la possibilité d'expérimenter le processus de prise de décision de façon multipartite. Alors, avec le practicum, on a eu à utiliser les méthodes et les processus disponibles dans un environnement similé. Alors, c'était quoi? On nous a présenté un problème réel euh, avec le COVID-19 et on a traité ces problèmes dans une approche multipartite. Alors, la plus grande innovation avec le practicum était telle que on n'avait pas à choisir son stakeholder group. Par exemple, personnellement, bon, c'est vrai, j'ai un background en informatique, j'ai fait de l'informatique de gestion, mais je m'identifie beaucoup plus du côté de la société civile. Bon, c'est là que je trouve mes intérêts et bon, en fait, en fait, là que je m'identifie, puisque dans, dans le système de multipartie prenante, on, on est libre de choisir de quelle partie prenante, de quel côté être, en fait. Alors, avec le pratico, on n'a pas eu à se choisir un rôle ou à se choisir un stakeholder group. Moi, je m'identifiais du côté de la société civile. Je me suis retrouvé du côté du gouvernement et des organisations intergouvernementales comme l'Union internationale de la télécommunication. Vous voyez, c'était un tout petit peu défiant pour quelqu'un comme moi. Comme vous le savez, par exemple, les gens de la société civile sont toujours là à blâmer les gouvernements lorsque les histoires ne marchent pas. Vraiment, au moins, sur cette question-là, nous serons tous d'accord. En fait, les gens de la société civile, lorsque les histoires ne marchent pas, c'est souvent du côté du gouvernement qui jette, qui, qui jette tous les défauts, en fait. Alors, moi, qui s'identifiais beaucoup plus dans le côté de la société civile, pour la toute première fois, j'ai eu à travailler sur des questions relatives à la gouvernance de l'Internet dans, dans un stakeholder group qui ne m'appartenait pas. C'était vraiment compliqué. Mais bon, c'était vraiment compliqué, mais c'est ce qui m'a même amené à jouir de cette expérience au niveau de la FOCIG. Je pense que je vais y revenir un peu plus tard. Avec les pratiquants, on a eu également à discuter des questions d'actualité importantes pour la gouvernance de l'Internet. Alors, la question qui était d'actualité lors de notre practicum, en fait, nous avons eu à aborder la question sur la gouvernance de l'Internet et les opportunités liées aux inégalités numériques dans un cadre exclusivement COVID-19. Alors, toutes les parties prenantes, toutes les parties prenantes ont eu à ont eu à formuler des observations et des recommandations. Et comment est-ce que cela s'est passé? On travaille tous dans un seul document. Je ne sais pas si ça vaut la peine. Je pense que je pourrais peut-être le partager après. Et je vais partager aussi les différentes conclusions de notre practicum. En fait, on avait des questions dans les documents. Les gens de la société civile venaient sur la question avec leur point de vue. Les gens du gouvernement venaient répondre sur cette question avec leur point de vue. Les gens de euh, Academia et les autres parties prenantes venaient également répondre à la même question avec les, avec leur point de vue. Vous voyez, c'était vraiment une expérience enrichissante et ça a permis de créer parmi tous les boursiers euh, un certain, un certain esprit de compréhension et de patience. Parce que souvent, lorsque on ne partage pas les mêmes intérêts, c'est beaucoup plus difficile de se comprendre et
de se comprendre, de s'accorder et bien sûr d'avoir un même point de vue. Mais pour la toute première fois, grâce à ces pratiquums avec la physique, j'ai eu expérimenter, à expérimenter, euh, à avoir une expérience enrichissante de ce côté-là. Alors, comme je l'ai dit, les pratiquums, ça nous a permis d'échanger de perspectives et de nous challenger. Pourquoi? Parce qu'on ne se choisissait pas les rôles, moins encore un stakeholder group. Le practicum nous a permis de créer une base pour une meilleure compréhension. Donc, on travaille sur la même question avec quelqu'un du gouvernement, avec quelqu'un de la société civile, mais on n'est pas dans les stakeholder group, dans les stakeholder group dans lesquels on s'identifie. Donc, ça nous a permis d'être patient et d'être tolérant et d'avoir une compréhension envers l'autre. Parce que moi, étant par exemple dans les government in IGO, je pouvais très facilement comprendre quelqu'un qui venait de la société civile avec ce point de vue parce que moi aussi, j'avais été au moins une fois de l'autre côté-là. Avec les praticoums, on a eu à créer une coopération entre les personnes qui normalement ne pouvaient jamais, bon, non, qui ne pouvaient pas vraiment collaborer. Euh, vous voyez. Alors, avec le praticoum, on a eu abordé la question de la gouvernance de l'Internet de façon, dans une approche multipartite, mais également on a eu à on a, dans une approche multipartite, bien sûr, plutôt que dans une simple approche anti-gouvernementale, comme on a toujours eu l'habitude de le faire, nous qui, qui venons de la société civile. Alors, à Prestige, ça m'a donné tout ce que je voulais avoir pour mon épanouissement. Peu importe, même s'il a été en ligne, je suis sûr que Afrique a été une très bonne opportunité et j'ai appris beaucoup de choses. Et en plus de cela, je pense qu'Afrique devra être encore une très bonne opportunité parce que en fait, nous avons eu à côtoyer beaucoup de gens, qui ont beaucoup de backgrounds, qui ont des backgrounds diversifiés, mais également Afrique, c'est aussi une communauté, c'est un réseau d'alumni oui, d'alumni qui ont déjà jusqu'ici un impact dans la gouvernance de l'Internet sur le continent africain et sur le niveau global. Alors, after Free, qu'est-ce qui s'en suivra? Je ne sais pas, je ne sais pas vraiment ce qui s'en suivra, mais je pense que avec toutes les compétences qu'on a y acquéries, avec AfriSige et toutes les informations qu'on a acquéries, mais également les réseaux, les réseaux qu'on a eu à intégrer après les programmes. Cela nous permettra d'avoir encore beaucoup plus d'opportunités de volontariat liées à la gestion des ressources d'Internet au niveau régional ou mondial, comme à l'ICANN, ITF, Afrique, et consorts. Alors, je pense que c'est déjà un très bon point pour interpeller tous les amis qui ont par exemple des questions et qui se demandent par exemple comment est-ce qu'ils peuvent être impliqués dans les questions de la gouvernance de l'Internet. Par exemple, localement, nous avons Madame Katia dans la salle, nous avons Madame Françoise, ils sont ISOC RDC, chapitre RDC. Et je pense qu'ils peuvent mieux répondre à cette question-là parce que moi-même, bon, en fait, moi-même, j'ai pu avoir une réponse à cette question-là parce que c'est, je dirais que c'est grâce à l'histoire RDC que j'ai eu à bénéficier de cette bourse. Alors, et ça n'arrivera pas juste comme ça. Je pense qu'il faut s'engager, il faut un commitment, il faut voir dans quelle mesure simplifier et pour qu'enfin on puisse être en mesure de participer à toutes ces discussions qui façonnent le futur de l'Internet. Alors, pour d'autres questions, je pense qu'elles sont les bienvenues. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci Providence pour la présentation. Je voulais peut-être passer la parole à Madame Françoise, puisqu'elle a aussi été bénéficiaire de ce programme de leadership, peut-être pour nous donner rapidement peut-être un petit mot de ce que elle en avait retiré. Oui, merci pour la parole et félicitations encore à Providence. Bon, moi, ça remonte quand même, c'était en 2015, c'était une édition que nous avions tenue en 2015, donc à Addis Abeba. Et je me rappelle qu'il y avait des généralités et je me rappelle encore, on tweetait en même temps et j'avais tweeté que j'avais appris beaucoup de choses en une semaine, plus que ce que j'avais retenu dans un cours de gouvernance de l'Internet de Diplo Foundation. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Diplo Foundation qui fait des cours aussi. Donc, j'avais suivi ce cours-là avant sur la gouvernance de l'Internet, je crois, pendant 3 mois. Mais je me rappelle combien j'avais plus aimé AfriSig parce que c'était vraiment des réalités générales, mais mis dans le contexte africain. On avait aussi bien ce qu'on appelle en anglais des practitioners, donc des gens qui pratiquaient ça au jour le jour. Je me rappelle à l'époque, vraiment là, je parle de mémoire hein, parce que ça remonte. Je me rappelle à l'époque, il y avait la Commission africaine des Nations Unies, UNECA, qui essayait de convaincre les pays d'avoir, par exemple, des plans Niki. Ils étaient venus à Kinshasa. Donc, on avait vraiment des gens qui nous parlaient des choses concrètes, des choses réelles sur lesquelles ils travaillaient, mais bien sûr aussi la théorie. Il y avait aussi les activistes. C'était vraiment multi-acteurs. C'est ce que je retiens. Et aussi, à l'époque, je me rappelle, ça m'avait donné des idées. Par exemple, quand je suis revenue, donc j'étais revigorée par rapport aux CERTS, par exemple. Je me rappelle déjà à l'époque, on parlait déjà des CERTS dans chaque pays, donc ça m'a poussé un peu à revenir dans mon pays, à interroger ce qui se passe. Bien sûr, il ne se passait pas grand-chose. Hein. À l'époque, c'était vraiment une guerre de leadership entre des initiatives que faisait le PNUD à l'époque pour pousser sur des lois spécifiques, sectorielles plutôt, alors que l'UNECA et tout le processus des Nations Unies qui entre, par exemple, dans la gouvernance de l'Internet, pousser d'abord pour avoir un plan national avant de commencer des plans sectoriels. Et au milieu de ça, la RDC n'était pas très impliquée. Donc ça, c'est vraiment de mémoire, à moins que vous ayez des questions spécifiques, je pourrais essayer d'y répondre. Mais c'est vrai que ça remonte assez loin pour moi. Merci. Merci, Madame la Présidente. Donc, on va donner du coup la parole aux participants et accueillir toutes les questions des participants. Questions qui peuvent être soit directement pour Providence ou bien soit pour ISOC RDC ou bien, voilà. Des questions pour clarifier peut-être la présentation de Providence ou pour demander d'autres renseignements. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions. Oui, madame. Bon, peut-être s'il n'y a pas de questions, je pouvais ajouter quelque chose. Alors, je pouvais ajouter quelque chose. Au fait, les programmes, pour participer au programme AfriSige,
il faut d'abord, il faut être recommandé par une organisation ou quelqu'un qui est reconnu dans la gouvernance de l'Internet et qui peut facilement témoigner de votre active participation aux questions ou bien de votre intérêt aux questions relatives à la gouvernance de l'Internet. Alors, cela étant, je pense que ça pourrait déjà inciter tout le monde qui voudra participer dans une expérience comme AfriCIG, de penser déjà comment s'impliquer, comment s'engager, ou bien comment devenir par exemple volontaire, ou bien comment participer dans telle ou telle autre activité organisée par ISOC-RDC. Je pense que c'est, bon, je ne sais pas, je pense que c'est ce que j'aurais voulu que vous puissiez peut-être vous puissiez essayer de clarifier aux participants qui sont dans la salle. Merci. Alors, je vois deux mains levées. Peut-être je donne la parole à monsieur ou madame Emery, pardon. Mousbra. Ok, merci, bonjour à tous, merci pour la parole accordée. Oui, bonjour à tous, merci pour la parole accordée. Ouais, ma question s'adresse à Providence, c'est de savoir, félicitations d'abord pour la participation dans ce programme, c'est de savoir si vous avez eu à traiter des questions sur la cybersécurité et la protection de données, si vous avez eu des astuces qui seraient peut-être nouvelles ou voilà, sur ces questions-là, si vous avez à discuter sur ça, quoi, généralement, en fait. Merci. Oui. Providence, je vous laisse répondre et puis on abordera la question qui était pour ISOC peut-être enfin. Merci beaucoup. Oui, au fait, nous avons eu Oui, j'aimerais savoir si les programmes, désolé, il plaît énormément ici, j'aimerais savoir si les programmes est exclusivement réservé aux personnes qui parlent anglais ou bien on prend aussi ceux qui parlent français. Donc, deux questions pour monsieur Providence. La question première de monsieur Emery, c'est savoir si les questions de cybersécurité ont été abordées dans le programme et s'il y avait des nouvelles astuces échangées dans le domaine de cybersécurité dans le programme. Et la deuxième question, c'est savoir si la connaissance de l'anglais est une condition obligatoire, pardon, pour participer au programme. Oui. Providence, je vous laisse la parole pour répondre aux questions. Providence n'est pas connectée. Alors, je peux répondre. Providence l'a fait en ligne, donc il pourra parler de cette session qui se fait de plus en plus en ligne et je suppose que c'est à cause du Covid. Mais sinon, quand il y a des face-à-face, très souvent, ça se tient à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. La langue principale, bien sûr, est le français et l'anglais, mais on fait toujours un effort d'avoir le français. Alors, je me rappelle, en 2015, c'était déjà balbutiant parce que tout n'était pas… Bon, à l'Union africaine, à Addis Abeba, c'est la langue de travail, donc on avait aussi les traducteurs de l'Union africaine. Sauf que quand, par exemple, on allait dans les groupes, il n'y avait plus de traducteurs ou bien c'était ce qu'on appelle whispering translation. Donc, c'est juste l'un de tes collègues qui suit, mais en même temps essaie de te faire des grandes lignes. Et puis, les documents aussi n'étaient pas systématiquement traduits en français. Donc, ça, c'était des suggestions que nous avions fait pour dire que
Quand vraiment on veut faire un événement bilingue, il faut aller jusqu'au bout. Donc, il ne faut pas, dans les grandes sessions, vous avez la langue, et puis quand vous faites des petites sessions, vous n'avez plus la langue. Donc, le niveau de participation n'était pas toujours égal. Alors, j'aimerais bien que Providence nous dise si depuis 2015, la situation a évolué ou pas. Oui, madame, excuse, je n'ai pas bien saisi la question. Je viens de rejoindre à peine la réunion. J'étais un tout petit peu déconnecté. Si vous pouvez répondre, s'il vous plaît. La question Est-ce était que- de savoir. Oui. Allez-y, Kevin. Ouais, la question était de savoir si les programmes de formation est réservé exclusivement aux personnes qui parlent anglais. Ah, d'accord. En fait, le programme en fait, il s'est tenu exclusivement en anglais. Euh, En 2018, 17, 18, quand j'avais postulé, c'était une exigence fondamentale euh, d'avoir quelques notions de la langue anglaise pour pouvoir prendre au programme. En 2019, encore quand j'ai eu à postuler, c'était encore les mêmes, c'était toujours une exigence. Alors, oui, le programme est en tout cas, il a été exclusivement en anglais. Bon, sauf que moi-même, je ne suis pas un native English speaker. Bon, je pouvais toujours quand même avoir des difficultés, par exemple, en ce qui concerne euh, la rapidité, par exemple, dans l'expression ou bien dans, dans ma façon de mettre mes idées. C'était vraiment une limite, mais j'ai essayé tout de même de surmonter ça. Mais c'est vrai, la langue anglaise, c'est toujours euh, une condition sine qua non pour participer. Et la deuxième question, c'était sur la cybersécurité, n'est-ce pas? Voilà. Au fait, comme je le disais, la cybersécurité, c'est une question spéciale en ce qui concerne la gouvernance de l'Internet. C'est vrai, on a eu une session dédiée uniquement à la cybersécurité. On a eu à échanger avec des experts sur la question. Euh, je pense que, vraiment pour plus de détails, je peux partager certaines ressources avec l'ami Emery. Comme ça, il peut aller en profondeur. Il peut faire des recherches supplémentaires en ce qui concerne cette question. Je partage la ressource ici. C'est une question ou je ne sais pas, peut-être la facilitatrice peut y répondre. Alors, je disais que je compte partager la ressource liée à la session de la cybersécurité que nous avions eu sur Afrique. Merci, Providence. Je vais peut-être... Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi l'audience? Oui, Monsieur Obed, je vois votre main levée. Allez-y. Oui, ma question va à Madame Françoise, elle qui a participé à ce programme il y a 6 ans maintenant. Euh, Providence a parlé d'un certain mentorat permanent. Alors, pour vous, jusque 6 ans après, est-ce que vous sentez ce mentorat continuer? Bon, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose de nouveau. Nous, on n'avait pas ça à l'époque parce que dans notre session, bon, peut-être que moi aussi, j'ai été recommandée, mais j'étais déjà dans des projets qui parlaient de la gouvernance de l'Internet.
Donc, je ne sais pas si les membres de l'APC avec qui je faisais ce projet et qui sont co-organisateurs m'ont recommandé. Mais donc, à l'époque, on n'avait pas de mentorat permanent. Par contre, tout ce qu'on avait appris entrait directement dans le champ de ce qu'on faisait. Donc, on avait un projet de 5 ans avec des questions de gouvernance d'Internet, notamment, bon, le volet dans lequel moi j'intervenais, c'était surtout comment est-ce que les pays géraient à leur niveau toutes ces questions de violences faites aux femmes en ligne. Et donc, le lien avec la gouvernance d'Internet, qui fait quoi, quels sont les recours disponibles, quelles sont les mesures mises en place au niveau pas des créateurs de plateformes, mais des gestionnaires des plateformes, des télécoms, de tous ceux qui fournissaient le service. Je ne voulais pas dire fournisseur de services parce que ça renvoie très souvent à celui qui donne la connexion, mais fournisseur de services en général. Et comment est-ce que l'État aussi prenait cela en compte? Comment est-ce que les organisations étaient impliquées aussi dans des projets de gouvernance? Une gouvernance multi-acteurs, n'est-ce pas? Pas une gouvernance où l'État, quelques fonctionnaires de l'État s'assied dans un bureau et puis décide, oui, mais parce qu'il y a beaucoup de violence en ligne, on va interdire ceci, on va interdire cela, non. Mais une gouvernance où toutes les parties prenantes se mettent ensemble pour trouver des solutions concertées. Je suis allée très loin. Bref, c'était pour dire qu'à notre époque, il n'y avait pas de mentorat permanent. C'était plutôt une invitation à appliquer tout ce qu'on avait appris directement dans le projet qu'on implémentait à l'époque. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions? Peut-être pour répondre aussi au point qui a été soulevé par Providence au début, comme il l'a expliqué en début de sa présentation, nous avons soutenu la candidature. Quand je dis nous, c'est le conseil d'administration d'ISOC RDC a soutenu la candidature de Providence pour qu'il puisse faire partie de ce programme. Concrètement, c'est quelque chose que nous aimerions instituer au sein de ISOC RDC, donner aux membres actifs la possibilité d'avoir une lettre de recommandation de notre part, de la part du conseil d'administration, pour appuyer les candidatures que vous faites dans des programmes, soit des programmes ISOC, soit des programmes de partenaires ISOC ou éventuellement d'autres programmes. Alors, comme je l'ai dit, c'est une initiative que nous aimerions vraiment promouvoir, sachant que c'est on va dire, ce soutien, on va dire, est un peu conditionnel. Hein, on va dire la seule caractéristique qu'on demande, c'est que déjà que le membre soit actif au sein du chapitre. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire une lettre de recommandation si, entre guillemets, on ne vous connaît pas ou vous n'avez pas participé à des activités en organisant ou en nous aidant à organiser des activités au sein d'ISOC RDC ou bien même en participant en tant qu'intervenant dans certaines de nos activités. Donc ça, je pense que ce sera, quoi qu'il arrive, une condition sine qua non si vous voulez que le chapitre puisse vous faire une lettre de recommandation. Et on va dire aussi qu'une autre condition, si je puis dire, après le programme, c'est que vous fassiez un peu comme Providence, c'est que vous veniez partager votre expérience lors d'un webinaire, ce qu'on fait maintenant, et éventuellement aussi faire 1 ou 2 articles, soit pendant le programme, soit après le programme,
des articles qui seront mis sur le site d'ISOC RDC. Voilà, ce sont un peu, si je puis dire, les conditions qu'on demande pour pouvoir soutenir des membres d'ISOC qui postulent sur des programmes ou des fellowships internationaux ou nationaux. Mais on ne peut que vous encourager à postuler, que ce soit des programmes que nous, au sein d'ISOC, nous connaissons et donc que nous vulgarisons, mais aussi tout autre programme que dont vous apprenez la connaissance et qui vous intéresse et qui vous permet de développer soit des compétences techniques particulières ou soit qui participent à votre développement personnel ou au développement de votre leadership. Donc, il faut savoir que, en tout cas, la porte du conseil d'administration vous sera toujours ouverte pour faire vos propositions, sachant que nous sommes assez clairs sur les conditions. Si c'est une lettre de recommandation, il faut qu'on ait de quoi écrire, de quoi mettre dans cette lettre. Donc, en étant actif au sein du chapitre RDC, ça vous permet du coup d'avoir accès à ces lettres de recommandation. Je ne sais pas si Kevin ou Françoise avaient autre chose à compléter par rapport, si je puis dire, au soutien que l'on peut apporter pour des potentiels candidats à des programmes ou fellowships ou autres. Oui, si je peux ajouter quelque chose, c'est juste de dire que déjà c'est en anglais comme vous avez compris et donc ils sont toujours intéressés à voir les personnes francophones pour ne pas avoir les mêmes pays qui reviennent à chaque fois. Donc, bien sûr, nous vous encourageons et en tant que francophone, si vous avez toutes les conditions demandées, vous avez beaucoup plus de chances d'être sélectionné, donc il faut vraiment essayer. Bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou je ne vois plus de main levée. Providence, je vais peut-être te donner le mot de la fin ou te laisser partager le mot de la fin. Alors, merci beaucoup encore une fois de plus d'avoir accepté l'invitation et de vous être disponibilisé pour participer à cette session. En tout cas, j'ai dit merci et j'ai dit également merci à notre chapitre ISOC d'avoir joué un rôle majeur dans ma sélection parce que en fait, c'était la première fois que je prends une lettre chez ISOC RDC, je suis sélectionné après des tentatives nord ici en 2018 et en 2019. En tout cas, c'est quelque chose qui me réchauffe le cœur. Merci beaucoup d'avoir été là. Bon, merci en tout cas. Je m'excuse d'abord parce que j'ai l'impression de m'essouffler. Ma santé n'est pas bonne. Merci beaucoup et à très bientôt. Ok, merci Providence d'avoir organisé ce retour d'expérience et d'être rendu disponible. Et donc, ça clôture notre session de ce jour sur ce retour d'expérience. Comme on le dit, on va essayer de faire un petit article sur ce webinaire et peut-être partager également ce qui a été partagé en chat, le lien qui a été partagé en chat par Providence. Et voilà, n'hésitez pas à postuler à des programmes de leadership. L'expérience de Providence montre qu'on peut peut-être ne pas être sélectionné la première fois, ni même à la deuxième tentative, mais la troisième tentative a été la bonne, donc persévérance.
Voilà. Et audace et persévérance. Voilà. Merci bien et bon week-end à tous alors. Merci pareillement. Merci bien, bon week-end. Bon week-end.